En Centrafrique, les anti-Balaka réclament la démission de la présidente Samba Panza. Dans un communiqué publié ce lundi, ils ont demandé à leurs représentants de quitter le gouvernement de transition. L'armée somalienne et les troupes de l'AMISOM sécurisent la localité de Baraoui après sa reprise ce dimanche. C'est la première fois que la ville est sous contrôle d'une autorité centrale somalienne. L'Afrique menacée par un nouveau virus. Après Ebola, c'est le virus Marburg qui a fait son apparition en Ouganda où 8 personnes ont été placées en observation après un décès en septembre dernier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition sur SICA. Ouvrons ce journal par les nouvelles de l'Union africaine. François Hollande, le président français, a reçu ce lundi à l'Élysée la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma. Au cours de leur entretien, ils sont revenus sur la situation de crise en Libye, en Centrafrique et au Mali. Je vous propose ici de suivre un extrait de la déclaration de François Hollande. L'Union africaine, comme la France, ont laissé la place le 15 septembre dernier à la mission des Nations Unies. La France va donc réduire dans les prochains mois les effectifs qui sont déployés en Centrafrique. Le désengagement a déjà commencé puisqu'il y a déjà une unité qui était en République centrafricaine qui maintenant s'est transportée vers le Tchad. Sur le Mali, la situation s'est considérablement améliorée grâce à l'intervention qui a pu être menée par les Africains, par la France, par l'Europe, maintenant par l'ONU. Mais nous avons encore, au nord du Mali, de l'insécurité, des foyers djihadistes, et nous attachons beaucoup de prix à la négociation qui est en cours à Alger pour qu'une solution politique soit trouvée. Ce qui se passe en Libye suscite une très grave préoccupation. Nous en avons parlé avec Mme Zuma. Dès lors qu'il y a une situation confuse, qu'il y a des groupes terroristes qui se sont installés au sud et qu'il y a des risques que les voisins puissent être touchés par cette instabilité. C'est la raison pour laquelle l'Union africaine, comme la France, travaille avec l'ONU à une solution politique de réconciliation, de restauration de l'État et de lutte, là encore, contre le terrorisme. Et c'est l'ONU avec l'Union africaine qui en ont pris la responsabilité à juste raison. La France les appuie. Un autre élément dans ce journal à présent, 4 jours après la réapparition du chef du groupe Boko Haram, Aboubakar Shekau, précédemment annoncé pour un mort par l'armée nigériane, le groupe islamiste armé fait déjà parler de lui. Il a perpétré ce lundi des attaques sanglantes dans le nord-est du Nigeria. Reportage. 7 personnes tuées et décapitées, c'est le bilan des nouvelles attaques des combattants du groupe Boko Haram. Attaque perpétrée ce lundi à Ngambu, dans l'état de Borno, l'une des régions les plus fréquemment prises pour cible par Boko Haram. Selon les témoins, les membres de ce groupe islamiste armé ont égorgé leurs victimes de la même manière que l'on tue des moutons. Ces derniers mois, ces individus ont mené à plusieurs reprises des opérations de représailles contre les villageois qui ont combattu dans des milices civiles de volontaires aux côtés des militaires. Les actes de violence de ce lundi sont survenus alors que les musulmans du Nigeria célébraient l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice la plus importante de l'islam. En 5 ans, l'insurrection menée par Boko Haram et sa répression féroce par les forces de l'ordre nigérianes ont fait plus de 10 000 morts et 700 000 déplacés, principalement dans le nord-est du Nigeria. Les islamistes se sont emparés récemment de plusieurs villes et villages de cette région, majoritairement musulmane. 3 membres d'un groupe armé centrafricain ont été tués lors d'un accrochage avec des militaires camerounais dans l'est du pays, à la frontière avec la Centrafrique, a-t-on appris ce lundi des sources concordantes. Dimanche, des assaillants venus de la Centrafrique ont attaqué la frontière camerounaise à Garoua-Boulaye, a affirmé une source proche des services de sécurité. L'armée a répliqué et a tué 3 assaillants, a-t-il ajouté. Sans donner plus de précision, les échanges de tirs entre soldats camerounais
et ce groupe armé se sont poursuivis ce lundi, selon des témoins. La Centrafrique, qui partage avec le Cameroun une frontière longue de 700 km, est plongée depuis plus d'un an dans un conflit d'une gravité sans précédent qui a déjà fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de déplacés. Depuis décembre, quelques 90 000 réfugiés se sont passés du moins de la Centrafrique au Cameroun, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et puis parlant toujours de la Centrafrique, la coordination des anti-Balaka, milice centrafricaine à dominante chrétienne, a demandé ce lundi à ses représentants de quitter le gouvernement de transition. Elle réclame par la même occasion la démission de la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza. Cette déclaration a été faite par l'un des chefs des miliciens anti-Balaka. Reportage. La coordination du mouvement anti-Balaka estime que les autorités de transition n'inspirent plus confiance et demande aux personnalités la représentant au gouvernement et au cabinet du Premier ministre de démissionner. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le coordonnateur national des anti-Balaka, Patrice Edouard Ngaïsona, au lendemain d'une assemblée générale à Bangui. Nous pensons que Mme Catherine Samba-Panza n'est plus à la hauteur des attentes du peuple centrafricain. Le mouvement anti-Balaka lui donne 48 heures pour quitter ses fonctions, a-t-il ajouté, sans préciser ce qui se passerait au-delà de cet ultimatum. Le gouvernement d'ouverture, formé fin août en Centrafrique, intègre des représentants de la société civile, des partis politiques, mais aussi des groupes armés, dont 2 ministres proches des anti-Balaka qui détiennent les portefeuilles du tourisme et de l'environnement. Depuis plusieurs mois, nous avons prôné la paix, mais les autorités de la transition n'ont pas la vocation d'aller rapidement à la fin de la transition, selon Patrice Edouard Ngaïsona. Autre motif d'inquiétude, selon le chef des anti-Balaka, le détournement du don angolais ainsi que la demande de la présidente au gouvernement du Tchad pour que des troupes tchadiennes viennent assurer sa sécurité personnelle. La présidente de la transition centrafricaine, Mme Samba-Panza, a nié la semaine dernière avoir détourné de l'argent après des révélations du magazine Jeune Afrique du 29 septembre, évoquant la gestion pour le moins opaque d'un don de 10 millions de dollars en liquide accordé par l'Angola. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2014, la présidente de la transition peine à rétablir l'autorité de l'État et à pacifier le pays plongé dans une crise humanitaire sans précédent. Le Kenya à présent, le président Uhuru Kenyatta a annoncé ce lundi qu'il compte répondre à la convocation de la Cour pénale internationale qu'il a inculpé de crimes contre l'humanité. Pour cela, il compte déléguer temporairement son pouvoir à son vice-président. Reportage. J'assisterai à titre personnel à l'audience sur un éventuel report du procès convoqué ce mercredi par la CPI à La Haye, a déclaré devant les parlementaires des 2 chambres de Nairobi le président Kenya, qui deviendra ainsi le premier chef d'État à comparaître pendant son mandat. Pour protéger la souveraineté de la République kenyane, je vais rapidement publier le décret nécessaire pour nommer le vice-président William Ruto en tant que président en exercice pendant que je participe aux audiences à La Haye. Aux Pays-Bas, a-t-il poursuivi, évoquant ainsi une décision extraordinaire et sans précédent prévue par la Constitution kenyane. Uhuru Kenyatta a inculpé de crimes contre l'humanité par la CPI pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales qui avaient ensanglanté le Kenya fin 2007 et début 2008, n'a comparu qu'une fois devant la CPI avant son élection à la magistrature suprême en mars 2013. Mais il ne s'est jamais rendu à La Haye depuis son accession à la présidence kenyane. Son procès a été reporté à plusieurs reprises, notamment en raison de la rétractation des témoins. Par contre, le procès de son vice-président William Ruto, lui aussi accusé de crimes contre l'humanité dans le cadre de ces violences, s'est ouvert le 10 septembre 2013 dernier. La CPI n'a jamais délivré de mandat d'arrêt à l'encontre des sieurs Kenyatta et Ruto et les 2 hommes comparaissent librement. La CPI avait néanmoins exigé la présence physique de Kenyatta à l'audience de mercredi 8 octobre, qualifiée de stade crucial de la procédure. La menace d'un procès s'est considérablement éloignée pour le président Uhuru Kenyatta depuis que l'accusation a demandé un report sine die de l'ouverture du dit procès, faute de preuves suffisantes. La procureure Fatou Bensouda a dénoncé en son temps le manque de coopération de Nairobi. Ces 2 requêtes ainsi que la coopération de l'État kenyan avec la Cour pénale internationale seront évoquées lors des 2 audiences des 7 et 8 octobre 2014 à La Haye.
Au moins 8 personnes ont été tuées ce lundi dans une ville de l'extrême nord du Cameroun dans une attaque à la roquette attribuée au groupe islamiste armé nigérian Boko Haram. Selon un policier et un agent de sécurité camerounais, les Boko Haram ont tiré une roquette cet après-midi à partir de Banki, une ville nigériane située de l'autre côté de la frontière, qui est contrôlée par ces islamistes, a affirmé un officier de police établi dans l'extrême nord du Cameroun. La roquette est tombée à Amchidé et a tué 8 civils et fait de nombreux blessés, a déclaré le policier qui a requis l'anonymat. Nous craignons une hausse du nombre de morts, a-t-il ajouté. Et puis la justice zambienne a reconnu lundi coupable de corruption un ancien chef de l'armée de l'air. L'enquête ayant démontré qu'il avait détourné environ $250 millions destinés à assurer la sécurité des élections en 2011. Le général Andréo Sakala, puisque c'est de lui qu'il s'agit, encourt une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison qui sera donc prononcée ultérieurement, conformément bien évidemment à la procédure. Deux autres hauts gradés de l'armée, les généraux Wisdom Lopa et Anthony Yeta, ont été acquittés dans la même affaire. Un autre élément à présent dans ce journal, des rebelles burundais ont revendiqué ce lundi une nouvelle attaque contre l'armée burundaise. C'est dans une zone frontalière de la République démocratique du Congo. Ils affirment avoir tué 6 soldats, bilan démenti quelques heures après par l'armée burundaise. Reportage. Le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Gaspard Baratuza, a confirmé un affrontement dimanche, assurant cependant n'avoir subi aucune perte, mais avoir au contraire tué un assaillant. Les rebelles en question font partie d'une aile dissidente des Forces nationales de libération FNL, elle-même ex-rébellion Hutu, devenue parti légal d'opposition. Selon leur porte-parole Félix Jean Taon-Courrier, ils ont attaqué une position de l'armée en fin de journée dimanche dans la commune de Jianga, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Bujumbura, avant de se retirer dans les marais de la Rukoko, frontalier du Sud Kivu congolais. Depuis le début de l'année, le même groupe a revendiqué une dizaine d'attaques lancées dans ce secteur depuis la RDC et selon son porte-parole, il entend poursuivre les harcèlements contre des positions de l'armée burundaise jusqu'aux élections prévues en juin 2015. Le porte-parole de l'armée burundaise a minimisé cette menace en parlant de groupes d'aventuriers sans foi ni loi qui ne peuvent rien contre une armée burundaise très aguerrie. L'histoire du Burundi est jalonnée de massacres ethniques et le pays a connu une sanglante guerre civile entre 1993 et 2006. Les précédentes élections de 2010, boycottées par l'opposition, avaient débouché sur des violences. À présent, le dialogue entre l'opposition et majorité présidentielle visant à trouver une issue à la crise politique qui divise le pays sur l'éventuelle candidature du président sortant Blaise Compaoré à l'élection de 2015 a pris fin ce lundi sans qu'un accord soit trouvé, ont annoncé les deux camps. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a accusé le chef de l'État d'avoir arrêté lui-même son initiative de dialogue politique qui se trouvait dans une impasse après 2 semaines de dialogue infructueuse. L'opposition est responsable de l'échec de ce dialogue, a déclaré Alé Yoda, président du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès, parti au pouvoir. Et puis l'armée somalienne et les troupes de la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, ont lancé ce lundi l'opération de sécurisation de la localité portuaire de Baraoui, capitale de fait des islamistes Chebab, reprise ce dimanche. C'est la première fois que la ville est sous contrôle d'une autorité centrale somalienne depuis 1991 et la chute du régime autoritaire du président Siad Barre. Des tanks et des véhicules blindés patrouillaient dans la ville ce lundi. Selon les habitants, les combattants Chebab avaient commencé à évacuer Baraoui dès vendredi dernier face à l'avancée de l'armée somalienne et de l'AMISOM. Certains soldats ont également fouillé des maisons à la recherche d'armes, tandis que le gros des troupes installait sa base à la sortie de la ville, selon le gouverneur de la province de Basse-Chabelle. La prise de Baraoui est un nouveau coup dur pour les Chebab, un mois après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi Godane, tué début septembre par une frappe américaine. Baraoui était l'objectif principal avoué de l'opération Océan Indien lancée fin août par l'armée somalienne et l'AMISOM et qui a déjà permis de reprendre une dizaine de localités du centre et du sud de la Somalie au Chebab.
Au Soudan du Sud, les pourparlers de paix entamés en janvier en Éthiopie ont été à nouveau suspendus. Ces pourparlers étaient destinés à mettre fin au conflit qui ravage le pays depuis bientôt 10 mois. L'annonce de la suspension a été faite dans la journée du dimanche par la médiation. Reportage. Les négociations de paix sous l'égide de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD ont été ajournées pour permettre à toutes les parties prenantes de mener des consultations, a annoncé l'organisation est-africaine, assurant la médiation dans un communiqué. Bien que divers points d'accord aient été trouvés, souligne l'IGAD, les quelques questions en sursis sont cruciales et requièrent que les parties au plus haut niveau prennent des décisions importantes pour sauver la vie de leur peuple et de la nation sans délai. L'actuelle session des négociations visant à trouver une issue durable au conflit qui a éclaté le 15 décembre 2013 au sein de l'armée sud-soudanaise, minée par des antagonismes politico-ethniques exacerbés par la rivalité à la tête du régime entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, s'était ouverte le 22 septembre à Bahir Dar, dans le nord-ouest de l'Éthiopie. Ces négociations devaient notamment porter sur la formation d'un gouvernement de transition et d'unité nationale. L'IGAD avait également donné jusqu'au 9 août pour former ce gouvernement, mais ce délai avait expiré sans résultat. Les belligérants ont également signé plusieurs engagements à cesser les hostilités qui n'ont jamais été respectés sur le terrain. Les négociations ont également connu plusieurs interruptions et reprises depuis leur ouverture en janvier à Addis Abeba et n'ont jusqu'ici connu que peu d'avancées concrètes. Précisons que le conflit, marqué par des massacres et atrocités sur des bases ethniques, a fait des milliers, voire des dizaines de milliers de morts depuis la mi-décembre 2013 et chassé de chez elle plus de 1,5 million de personnes. Le pays est en outre menacé de famine selon l'Organisation des Nations Unies et les ONG qui y travaillent. L'Afrique du Sud à présent, le procès de Chérien Dewani, l'héritier d'une riche famille britannique d'origine indienne, accusé de s'être débarrassé de sa femme parce que homosexuel en la faisant assassiner durant leur lune de miel en Afrique du Sud, s'est ouvert ce lundi matin au Cap. À l'issue de la première journée d'audience, Dewani a plaidé non coupable des 3 charges retenues contre lui. Il s'agit notamment de meurtre, enlèvement et entrave à la justice. Dans une déclaration lue par son avocat au début de l'audience, il a admis sa double orientation sexuelle tout en soulignant avoir été instantanément attiré physiquement par Annie, sa jeune épouse assassinée en 2010. Restons en Afrique du Sud. Leseja Kaniago, gouverneur adjoint de la Banque centrale d'Afrique du Sud, a été promis ce lundi à la tête de cette institution pour succéder en novembre prochain à Gilles Marcus. Dans une brève allocution à l'annonce de la nouvelle, l'ancien directeur général du Trésor sud-africain a promis de ne pas décevoir, de s'inscrire dans la continuité de l'action de son prédécesseur et de veiller à mériter la confiance des marchés en faisant preuve d'une certaine orthodoxie et d'une grande indépendance. Ce lundi à Paris, la problématique du virus Ebola était l'une des articulations du 14e Forum économique international sur l'Afrique organisé par l'OCDE. La présidente en exercice de la Commission de l'Union africaine, Madame Zuma, a saisi cette occasion pour donner son avis sur la fermeture des frontières alternatives qui n'est pas une solution, selon Madame Zuma. Reportage. La présidente de la Commission de l'Union africaine était ce lundi à Paris pour le 14e Forum économique international sur l'Afrique de l'OCDE. Occasion pour la Sud-Africaine de revenir sur Ebola. Elle trouve que fermer les frontières n'est pas une solution. Si vous fermez les frontières, les gens retrouveront le moyen de rentrer quand même. Et dans ce cas, ils ne vont pas déclarer qu'ils sont là. Vous ne pourrez pas les suivre ou leur donner le traitement dont ils auraient besoin. Et vous ne pourrez peut-être pas protéger vos propres citoyens alors que vous pensez les protéger. C'est mieux de laisser les gens entrer, de les contrôler quand ils arrivent. Vous savez où ils sont et vous pouvez leur dire que s'ils se sentent malades, ils doivent venir et vous pouvez les suivre. Mais si vous leur interdisez de venir, ils viendront autrement et ce n'est pas bien. Dans ce feuilleton d'Ebola qui ne fait que trop durer, le plus gros défi demeure la carrure des systèmes sanitaires. Sans un système de santé puissant et efficace, c'est difficile de gérer ça. Les pays qui ont un système de santé mieux établi, plus efficace comme le Sénégal ou le Nigeria, ils ont bien géré.
C'est pas difficile de gérer la propagation, c'est juste que ces pays sont fragiles. It's not a difficult issue to deal with. It's just the fact that these countries are fragile countries. Véritable casse-tête au plan international, l'épidémie du virus Ebola continue de donner du fil à retordre aux dirigeants des pays africains. Et justement, après Ebola, le continent africain sous la menace d'un autre virus tout aussi dangereux, le ministère ougandais de la Santé a annoncé ce lundi qu'il avait placé sous observation 8 personnes susceptibles d'avoir contracté le virus de Marburg après avoir été en contact avec un homme décédé fin septembre. Des mesures sont en train d'être prises pour placer ces cas suspects en quarantaine à titre de prévention, a-t-il ajouté. Un technicien en radiologie de 30 ans qui travaillait à l'hôpital Mengo de Kampala est décédé le 28 septembre dernier de la fièvre hémorragique à virus de Marburg. Précisons que le virus de Marburg est de la même famille que le virus d'Ebola et figure comme lui parmi les agents pathogènes les plus virulents chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Premier ministre ougandais, un ancien ministre de la Santé et médecin de formation, avait déjà assuré dimanche que l'Ouganda a l'expérience et les moyens suffisants pour faire face à cette menace sanitaire. Il faut rappeler qu'en octobre 2012, une épidémie de fièvre à virus de Marburg avait fait une dizaine de morts sur une vingtaine de cas confirmés en Ouganda. Euro Disney à présent, l'exploitant de Disneyland à Paris a annoncé ce lundi son nouveau projet de récapitalisation, voilà, j'y suis arrivé, d'1 milliard d'euros. Il s'agit d'un projet soutenu et garanti par sa maison mère américaine, The Walt Disney Company. Reportage. Le groupe souffre depuis ses origines d'un problème de dette abyssale et fait les frais de la conjoncture morose des dernières années qui a entraîné une désaffection des visiteurs. Le plan devrait se traduire par une probable offre publique d'achat et pourrait aboutir à un retrait d'Euro Disney de la Bourse de Paris. Il devrait permettre à l'entreprise d'améliorer sa situation de trésorerie d'environ 250 millions d'euros et de réduire significativement son endettement pour le ramener sous le milliard d'euros contre 1,7 milliard actuellement. La recapitalisation prévoit un apport en espèces d'environ 420 millions d'euros réalisé ou garanti par Disney par le biais d'augmentation de capital d'Euro Disney et de sa principale filiale opérationnelle. Il prévoit aussi la conversion pour un montant de 600 millions d'euros d'une partie des créances détenues par Disney dans le cadre d'augmentation de capital d'Euro Disney et de sa principale filiale opérationnelle. Le plan se traduira aussi par le report du remboursement de prêts accordés par Disney ainsi que la consolidation des lignes de crédit existantes consenties par Disney en une unique ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 350 millions d'euros et venant à échéance en 2023. Le groupe précise qu'en raison de la réglementation applicable, Disney serait in fine dans l'obligation d'initier une offre publique d'achat sur les actions d'Euro Disney, ce qui pourrait aboutir à un retrait de l'entreprise de la Bourse de Paris. Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe, mais la dégradation de l'environnement économique et le poids de la dette du groupe ont fortement impacté ses recettes et sa liquidité, déclare Tom Walber, le nouveau président d'Euro Disney qui a pris ses fonctions mi-septembre. Cette proposition de recapitalisation d'Euro Disney est essentielle pour renforcer sa solidité financière et permettre au groupe de continuer à investir dans le parc afin d'améliorer l'expérience visiteur, ajoute-t-il dans le communiqué. Voilà qui met terme donc à cette édition, mesdames et messieurs. Avant de partir, la pensée du jour qui nous vient du Sénégal qui dit « Si le cours d'eau change d'itinéraire, le caïman est obligé de le suivre. » Si le cours d'eau change d'itinéraire, le caïman est obligé de le suivre. Cela nous vient du Sénégal. C'est un proverbe africain qui met donc terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information se poursuit sur notre site internet sikatv.info et bien évidemment sur Canalsat sur le numéro 109.